2009, l'association Strassiran œuvre pour le dialogue interculturel, la circulation des savoirs et la valorisation des expressions artistiques, intellectuelles et patrimoniales liées à l'Iran et à ses diasporas. Elle favorise les échanges, la découverte réciproque et une meilleure compréhension entre les cultures. Fidèle à ses principes fondateurs, l'association réaffirme son attachement à une neutralité politique et religieuse, dans un esprit d'ouverture, de respect et de vivre ensemble. Elle conçoit l'art et la culture comme un espace de partage, de transmission et de dialogue pour tous. La 9e édition du festival Strassiran, organisée du 16 au 29 mars, donc jusqu'à demain, s'inscrit dans cette continuité. En partenariat avec de nombreux lieux de l'Eurométropole, elle propose plus de 40 rendez-vous, notamment des expositions, de nombreux ateliers, plusieurs conférences, les visites guidées en partenariat avec la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, des projections comme hier soir, des spectacles et enfin des rencontres littéraires comme aujourd'hui. Dans un contexte international particulièrement sensible, l'association a fait le choix d'une programmation guidée par la responsabilité, la sobriété et la compassion pour les victimes en Iran et leurs familles, avec l'annulation des événements festifs. Le festival s'inscrit également dans la période de Nowruz, célébration du Nouvel An iranien, du monde iranien, qui symbolise le renouveau et qui est porté par une tradition de partage et d'espérance depuis des siècles, peut-être même des millénaires. Cette résonance rappelle le rôle essentiel de la culture dans la transmission, le lien entre les générations et l'ouverture à l'autre. Nous remercions nos bénévoles, et notamment le conseil collégial, nos partenaires et mécènes, ainsi que les institutions et structures culturelles associées à cette 9e édition, au premier rang duquel la ville de Strasbourg, la région Grand Est, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, le lieu documentaire et bien sûr la librairie Kléber. Nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons à tous une belle rencontre. Donc après l'échange, il y aura la possibilité bien sûr de poser des questions. N'hésitez pas. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je remercie aussi Strassiran d'organiser cet événement et bien sûr le librairie Kléber qui nous a accueillis. Bahor Azadi est docteur en philosophie et sociologie. Elle est chercheuse postdoctorale à l'INSERM et enseignante à la faculté Société et Humanité de l'Université Paris-Cité. On est heureux de t'avoir ici. Bahor, avant qu'on commence notre question-réponse, tu souhaitais faire hommage aux personnes trans qui sont mortes le 8 et 9 janvier dernier et pendant cette guerre qui n'est pas encore finie. Je te laisse, et si on peut passer les images. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Strassiran pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi, un véritable honneur de pouvoir présenter mon livre, mon premier livre dans la première ville d'accueil en France, Strasbourg, parce que j'ai commencé mes études à Strasbourg, entourée par les personnes qui m'ont soutenue, parmi eux, Afsaneh, Sepideh, je pense qu'il n'est pas là, mais les autres aussi. Et donc, avec Afsaneh, on voulait d'abord honorer les vies qui ont été perdues, malheureusement, pendant le massacre en Iran. Pendant le massacre de janvier. Et malheureusement, on n'a pas d'informations sur les vies perdues pendant la guerre actuellement en Iran. Mais donc, on va commencer par Monsieur Abdi, un homme trans dont le prénom choisi nous est inconnu, de Karaj. Il est mort d'une balle au corps, ce corps rempli d'amour et d'espoir pour demain. Ensuite, nous nous souvenons de Nima Abbasi, un homme trans disparant. Il a été abattu par dernière à moto, mais mort, le régime iranien lui a refusé
de choisir son nom souhaité. Parce que finalement, comme ces identités n'étaient pas changées, finalement, ils ont imposé leur nom à la naissance, mais nous n'oublierons pas son nom, il s'appelait Nima. La troisième personne était Ariana Arjomandi, dont son identité aussi, c'est un peu, nous échappe, on n'a pas vraiment toutes les informations, mais grâce à son art sur les réseaux sociaux, on voulait honorer aussi sa vie et son art. Puis il y a Amir Naderi. Les informations sont très vagues. On n'a pas vraiment des sources fidèles. Et donc, on a juste cette photo qui a été donc, publiée par pas mal de communautés. Donc, je tiens aussi à remercier le projet Sogand, que vous pouvez trouver aussi leur page sur Instagram, qui m'ont aidé à présenter ces noms et ces images. Alors, le cinquième personne était Pouria Dehrani, un homme cuir qui s'identifiait en tant que cuir de 21 ans, brutalement assassiné aussi à Isfahan. Et enfin, nous honorons Nia Samari, une femme trans pleine de vie qui n'a pas été tuée directement par le régime, mais durant les manifestations, mais elle s'est donnée la mort brisée par la violence du régime. Donc, il y a beaucoup de personnes trans, beaucoup de personnes de la société, de la communauté LGBTQI qui se sont suicidées malheureusement dans cette pression pendant les massacres en janvier, mais aussi actuellement pendant la guerre. Voilà. Bon. Merci Bahor. Bon, tu es là pour ton livre « Trajectoire des trans en Iran ». Et comment est devenu un livre? Et est-ce que c'était plutôt un projet de recherche ou c'était aussi un projet personnel qui te touchait personnellement? Est-ce que tu peux nous parler comment tu es arrivé à ce sujet que je pose tout le monde la première question que ça les intéresse? Comment tu es arrivé à cette question? Alors, comme tous les étudiantes en thèse, tout d'abord, j'ai proposé un projet de thèse. Et son projet, c'était plutôt d'étudier le système théocratique qui existe en Iran, le régime théocratique, en l'occurrence la République islamique. Et donc, je l'ai nommé au début, quelles sont les limites de l'intolérance dans ce régime théocratique. Et j'avais des cas pour montrer justement qu'il existe des différentes formes de paradoxes dans des régimes théocratiques où on trouve complètement de l'intolérance. Il y a des phénomènes qui deviennent légaux, il y a des phénomènes qui deviennent beaucoup plus avant que l'Occident, complètement légalisés, institutionnalisés. Donc j'avais plusieurs cas comme le don de sperme, comme la vente d'organes, comme le mariage temporaire et aussi la question de changement de sexe. Et donc quand j'ai commencé, c'était d'abord par un philosophe, après j'avais un co-directeur, Farhad Khosrow-Khavar, un grand sociologue, qui m'a fortement proposé de choisir un seul cas. Et donc, finalement, j'ai choisi ce qu'on dit. Si je dis le changement de sexe, c'est parce que c'est l'expression qu'on utilise en Iran. Bien sûr, il y a des expressions beaucoup plus non stigmatisantes et non pathologisantes. Et donc, pour moi, c'est devenu très important parce que ce n'était pas une simple curiosité pour demander pourquoi les personnes trans commencent cette transition, mais c'était tous les rapports de pouvoir autour de cette transition dans un contexte de la République islamique et d'Iran, qu'on connaît, enfin tout le monde connaît que c'est assez intolérable pendant les minorités sexuelles et de genre. Et pour moi, c'était alors une question d'étudier le corps et tous les rapports de pouvoir autour de ce corps. Okay, parfait. On sait que ce n'est pas ton spécialité, mais on ne peut pas ne pas passer de parler la différence entre les clergés sunnites et chiites, le rapport sur les personnes transgenres. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais quand même, j'ai consacré une centaine de pages dans ce livre sur cette question, parce qu'au début, la question pour moi, ça commençait comment c'est possible, comment c'est devenu possible en islam, et plus tard dans l'islam institutionnalisé en Iran, l'islam chiite institutionnalisé en Iran, parce qu'il y a plusieurs formes de comprendre l'islam. Et donc, pour moi, c'était la question.
c'était très important. Mais maintenant, avec un peu de temps, même pour moi, de revenir sur toutes les difficultés, en fait, toutes les différences entre ces deux courants, c'est un peu, ça m'échappe des les vrais... deux courants de l'islam, islam oui. et chiite et sunnite, juste pour ceux qui Il y a connaissent deux pas. courants, donc il y a deux façons de comprendre et d'exercer cet islam qu'on connaît. Mais donc, on doit d'abord commencer par une simple différence, parce que si on revient sur l'histoire de la légalisation de cette chirurgie en Iran, ça a été donné par une fatwa, par l'ayatollah Khomeini, qu'on le nomme imam Khomeini. Donc, pour les chiites, il existe les imams, enfin, il y a le rôle d'imam qui est une autorité religieuse à la fois qui peut, on peut dire qu'il a à la fois un prestige spirituel, mais aussi temporel. Imam a ce droit de changer la loi islamique, il a le droit de la complètement changer par rapport à ce qui ça existe dans le texte. Donc, il y a déjà ce pouvoir chez les chiites avec le rôle de l'imam. Alors que pour les sunnites, il existe le calife. Donc, le calife, c'est quelqu'un qu'on peut très très simplement dire que c'est un juriste qui peut intervenir juste administrativement sur certaines lois. Donc, quand l'ayatollah Khomeini a donné cette fatwa, on va voir comment c'est passé. Ce n'était pas que lui qui a donné cette fatwa, c'était grâce à une rencontre avec une femme trans qu'on va aussi voir son visage. Donc, on peut dire que l'ayatollah Khomeini était au début exilé en Najaf. Et ça, on parle de l'avant la révolution islamique. Et donc, il avait un livre, dans plusieurs volumes, dans lesquels il a mentionné que le changement de sexe pour les personnes, donc à l'époque, on peut dire que ça concernait les personnes intersexes, qui est différente des personnes trans, ce n'est pas haram, c'est possible, ils peuvent le faire. Donc, et après, pour comprendre pourquoi il a mentionné ça, il faut vraiment lire, il faut vraiment... j'ai essayé de citer quelques histoires qui existent en islam chiite, comment ils ont utilisé les différents ordres qui existent, comment ils arrivaient à justifier vraiment cette volonté des personnes. Mais après, attention, ce n'était pas vraiment de mettre attention sur la volonté de la personne. C'était plus particulièrement de le prendre comme un cas de maladie. Donc, l'idée, c'était comme on ne peut pas changer l'esprit, l'âme de la personne, on peut changer son corps. Donc, on peut intervenir. Donc, c'était de cette manière. Mais quand même, quand on voit que quand même ça date des années 80, c'est tellement étonnant parce que ça n'existait pas encore, les lois, dans d'autres pays occidentaux, alors qu'en Iran, ça commençait à légaliser. Après, on peut la voir d'une autre manière, comment c'est possible d'être entre les deux genres dans un système, dans la loi islamique où le genre, le genre de la personne définit quels sont nos droits, quels sont nos devoirs. Donc, on ne peut pas imaginer un état non-binaire, un état fluide, un état neutre, comme il dit dans le Fer. Mais c'était pour moi très intéressant, c'était quand on voit dans l'histoire des pays musulmans, dans le texte, il y a plein de modalités de définir des personnes qui ne s'identifient pas en tant qu'hommes ou femmes. Donc, on a des termes différents, mais si vous êtes intéressé, donc il y a centaines de pages à peu près dans ce livre que j'ai essayé de consacrer à ça. Mais si on peut voir l'image de Mariam Molkara, parce que Mariam Molkara, c'était la première personne trans en Iran qui a pu obtenir cette légalisation, cette autorisation de changement de sexe, comme on dit en Iran. Et donc, c'était grâce à elle que Khomeini a donné une autre fatwa, parce que j'imagine que Khomeini ne connaissait pas du tout qu'est-ce que ça veut dire être trans. Donc, il a juste vérifié ce qui ça existe dans le Coran, dans le texte, et comme ce n'était pas du tout le même cas que les homosexuels en Iran, qu'on a complètement assez de justification pour eux de criminaliser être homosexuel en Iran. Donc, ça n'existait pas ce genre d'être trans, c'est criminel ou c'est haram. Donc, pour lui, c'était un cas médical, c'était un cas pathologique qu'il faut aider cette personne. Mais comment il a arrivé à comprendre ça? C'était donc Mariam Molkara. Elle a commencé d'abord à rencontrer Farah Diba à l'époque du Shah, et pour avoir une forme de soutenance de gouvernement pour les personnes trans. Donc, Farah a dit qu'il n'existe pas de criminalisation dans les lois, mais la société n'est pas encore prête pour vous donner cette possibilité d'être beaucoup plus visible.
Donc, c'était à ce moment que Mariam Khatoun Molkarad décide de chercher... Dans les années 80. C'était encore avant. Oui, c'était encore avant. C'était avant 79. Avant 79, ça veut dire c'était quand elle a rencontré Farah. Après, elle est allée rencontrer pas mal des ayatollahs à cette époque. Et finalement, les ayatollahs, ils nous disent il faut écrire à Khomeini, qui était à l'époque exilé à Najaf. Donc, elle a commencé à écrire des lettres en disant que voilà, je suis une personne trans, il faut que les religieux, il faut que les autorités religieuses me donnent une protection parce qu'il y a beaucoup de répression dans la société, mais là, on parle de l'époque où il n'existait pas de criminalisation. Mais comme la société n'était pas encore prête même maintenant, on pouvait imaginer qu'il cherchait stratégiquement un avis religieux. Et donc, quand Khomeini est devenu le leader de la République islamique, il est en place dans les années 80, elle va directement rencontrer Khomeini. Elle y va directement dans son bureau. Et donc, elle raconte qu'il y avait des gens qui essayaient de la faire sortir avec beaucoup de violence, mais elle a résisté. Et finalement, elle a rencontré Khomeini. Elle a dit que voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez m'aider. Et après, il faut voir, est-ce que vraiment pour elle, c'était une question religieuse individuellement? Parce qu'on voit dans les entretiens, mais ce sont les entretiens qu'on peut trouver dans les journaux en Iran. On ne sait pas si c'est vraiment son propre parole. Elle a dit que je ne me trouve pas religieusement dans mon genre. Donc, je ne sais pas si c'était la stratégie pour elle, pour attirer l'attention de l'ayatollah, mais finalement, l'ayatollah écrit sur un papier que en fait, les différents organismes, les différentes institutions doivent répondre à la demande de cette personne. Et donc, c'était le début le début historique pour que cette fatwa devienne légale. Mais quand même, c'était dans les années 86. Pour revenir sur ta question, la différence entre les sunnites et les chiites, 2 ans après, en 84, c'était une autre fatwa qui a été lancée en Égypte, mais ce n'était pas si facile qu'on peut observer en Iran. Et pour rappeler, il y a encore 4 pays musulmans que c'est complètement interdit. Le changement de sexe, Koweït, Qatar, Arabie Saoudite, et donc... et Émirats, oui. Donc, c'est complètement interdit. C'est l'Iran, la Turquie, l'Égypte qu'on peut trouver des formes de légalisation. Et encore pour vous rappeler, en Europe aussi, ce n'est pas partout légalisé. Il y a aussi en Europe Bulgarie, Hongrie, c'est interdit. Et en Asie, on peut dire la Russie, ce n'est pas du tout possible. Donc, vous voyez, ce n'est pas si évident de dire que, quand même, quand on voit historiquement comment ça a commencé dans les années 80, on peut dire que c'est une ouverture, mais malheureusement, c'était une ouverture qui a été pas avancée beaucoup. Et que tu disais qu'il y a pas mal on va dire, touristes qui venaient de ces pays de Golfe pour... Oui, justement parce que, parce que je pense qu'on a dit que c'est bien de parler des préjugés sur les personnes trans en Iran et sur cette situation. Pour répondre à ça, je peux dire que il y a plusieurs formes de préjugés. Il y a à la fois le discours, la rhétorique qu'on peut trouver en Occident vers la question de changement de sexe, vers cette légalisation de la part plutôt des journaux, des médias occidentaux, en exotisant les personnes trans, en les rendant comme un instrument politique pour dire que toutes les personnes trans en Iran sont finalement les homosexuels refoulés, qui sont poussés vers cette chirurgie. C'est le gouvernement qui les pousse vers la chirurgie. C'est une forme de préjugement et ça a commencé mon travail avec cette idée parce que je trouvais ça quand même très simpliste, très vraiment journalistique, sans mépriser le travail des journalistes, mais c'était vraiment un exotisme des personnes trans en Iran. Et de l'autre côté, ce qu'on peut voir d'une autre forme de préjugement, d'une autre forme des idées pour instrumentaliser des personnes trans, c'est de dire que l'Iran est le paradis des personnes trans. C'est une parole, en fait, c'est une manière que le gouvernement a essayé de dire que voilà, nous, on accueille les personnes trans et nous, on est le centre, en fait, on propose beaucoup de chirurgie, on est assez avancé et donc il y a, comme disait Afsaneh, les personnes trans de Golfe, des pays qui viennent en Iran pour les chirurgies. En fait, ça devient un tourisme de changement de sexe, si vous voulez. Et donc, vous voyez, il y a différentes formes d'instrumentalisation de personnes trans. Dans les 2 cas, vous voyez une forme d'instrumentalisation politique.
Et donc, l'idée de ce livre, c'était d'aller chercher plutôt toutes ces idées, tous ces rapports de pouvoir autour de cette volonté des personnes trans pour cette transition. Une autre des questions assez, je pense, que tout le monde a envie de savoir. Comment tu as rencontré des personnes trans en Iran? C'était qui la première personne que tu l'as rencontrée? Alors, j'ai commencé à contacter directement les personnes trans sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook. Et donc... qui sont assez actives. Ça, j'ai envie de dire qu'ils sont assez actifs sur Instagram. Non, pas forcément. C'était vraiment avec les gens. Je me rappelle, la première personne, c'était pas vraiment quelqu'un actif. C'était par une amie. En fait, c'est toujours comme ça en sociologie. C'est l'effet de boule de neige, comme on dit. Donc, on commence à avoir une relation assez confidentielle, assez bien créée. Et après, cette personne fait confiance, elle nous rencontre, en fait, il nous présente d'autres personnes. Donc, j'ai commencé à écrire, très simple, je suis une chercheuse, je travaille sur ça, est-ce que tu as envie qu'on en parle? Si c'était maintenant, je pense que je n'osais pas d'aller si rapidement comme ça, parce que j'étais pas bien sûr, moi qui ai consacré au moins 10 ans de ma vie sur cette question, je n'étais pas assez informée qu'il fallait faire attention, qu'il fallait toujours dire pourquoi je veux travailler. Ce n'est pas une simple curiosité. Je ne suis pas une personne trans, je ne suis pas curieuse pour savoir pourquoi tu as fait ça. Donc, j'étais beaucoup plus naïvement proposée, je suis chercheuse, je veux travailler sur ça. Et heureusement, j'ai été bien acceptée. Et donc, ça a commencé de cette manière. J'ai rencontré des gens, ils m'ont invité chez eux, on a fait des soirées, on a mangé, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup ri avec eux. Donc, c'est devenu... Et il y a des amitiés qui restent encore, c'est le plus important pour moi. Heureusement, il y a des amitiés. Cela ne veut pas dire que j'ai pas eu des critiques et des remarques. Si la personne est beaucoup plus, si vous voulez, sensibilisée sur sa situation, c'était pas mal de questions. Pourquoi vraiment tu veux faire cette recherche? Tu es qui pour faire ça? Est-ce que tu es une personne trans? Pourquoi tu te sens quels sont les privilèges? Pourquoi tu penses que tu as le droit de travailler sur ça? Et donc, chaque fois que je trouvais cette question très, très légitime, j'ai expliqué, en fait, ce n'est pas une curiosité pour moi, c'est une question qui est autour de cette transition. Ce n'est pas moi, en fait, je ne te demande jamais pourquoi tu veux faire ça. Moi, je vois qu'est-ce qui se passe autour de cette transition, autour de toi. Qu'est-ce qui se passe à la famille? Qu'est-ce qui se passe à l'école? Qu'est-ce qui se passe dans la politique? Comment c'est devenu possible? Donc, finalement, c'était comme ça. Et après, j'ai rencontré Salman Alastou. Et donc, Salman est un directeur, acteur trans que je te laisse lui présenter parce que tu le connais aussi bien. Je pensais, avant d'arriver à Salman, si ça ne te dérange pas, ouais. Parce que après Salman, on va partir de 3 témoignages que, avant d'aller sur les personnes trans qu'on connaît, qu'on ait envie de donner plus d'un hommage et une place dans notre rencontre, de nous dire comment tu as rencontré les responsabilités et l'autorité iranienne. Si tu as envie de nous raconter, surtout tu avais rencontré un clergé iranien. Voilà, si tu peux nous raconter, et après tout de suite, promis, on parlera de Salman. D'accord. Alors, quand je faisais mes études d'abord en Iran, en licence, je savais que pour rencontrer les gens dans les institutions, il fallait présenter une lettre officielle de la part des universités. Donc, je suis allée directement à ma fac, j'ai demandé une lettre. Après, je suis allée à l'ambassade d'Iran et j'ai dit, voilà, je veux aller en Iran, je veux travailler sur ce sujet et j'ai besoin d'une traduction officielle de la part du consulat d'Iran. Donc, cette rencontre m'a forcé dans plusieurs reprises de répondre aux questions de consulat. Chaque fois que pour une demande administrative, j'étais dans le consulat m'appelait. Ah oui, Madame Azadi, vous venez dans mon bureau, on va parler sur l'état d'avancement de votre recherche. Et chaque fois, il me disait, mais pourquoi vous voulez consacrer votre vie, votre thèse à la Sorbonne pour travailler sur ces gens-là? Vraiment, c'était avec cette manière qu'il parlait. Et moi, chaque fois, j'étais tellement bouleversée, tellement en colère, et je lui disais, même en Iran, les gens ne parlent pas de cette manière des personnes trans. Et si j'étais une personne trans, j'avais le droit
de faire la suite pour cette manière que vous parlez. Donc ça a commencé de cette manière, ce n'était pas très agréable, mais finalement il m'a donné cette lettre officielle. Et avec cette lettre officielle, je suis allée en Iran. Donc le premier entretien, c'était avec Hojjatul Islam Kariminia, qui est devenu un clergé très très connu parce qu'il a consacré sa thèse sur le fiqh islamique et le changement de sexe. Donc je lui ai écrit, voilà, je suis chercheuse, je veux vous faire un entretien avec vous. Et il a dit, oui, on peut se rencontrer dans ma maison à Rome, la ville la plus religieuse en Iran, et pas la Rome en Italie. Et donc, il m'a dit, mais comme ma maison d'édition ne paye plus pour mon livre, c'est payant quand même cet entretien. Donc, première rencontre, je disais, OK, je vais payer. On a fixé un prix et il m'a dit, mais ça va durer juste 1 heure. Et finalement, je suis allée à Rome, il était avec sa femme, et son fils. Et donc, on a parlé et ça durait 5 heures, cet entretien. Ça veut dire qu'il était tellement intéressé aussi pour savoir plus et plus. Et bon, vous trouvez l'entretien dans ce livre. Et après, donc, j'ai commencé encore avec cette lettre, aller voir les gens de la médecine légale, qui est aussi un organisme très, très important dans ce protocole. L'Institut psychiatrique de Téhéran, les gens, enfin, beaucoup de gens, des juges, les psychologues, psychiatres, chirurgiens. Donc, c'était un petit peu partout que j'ai essayé de les trouver. Et donc, parce que finalement, comme je vous ai dit, peut-être que pour vous aussi, c'est une question, comment c'est possible en Iran de légaliser ça. Et donc, pour eux aussi, dès que je disais, je suis une étudiante en France, ils disaient, mais on ne vous donne aucun données. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que vous allez faire avec ces données. Parce que si on vous donne des données, il y aura un documentaire sur BBC où c'est les auteurs pour nous attaquer. Et donc, chaque fois, je disais, OK, je n'ai pas besoin des données des personnes dans votre institution, mais c'est juste pour faire des entretiens avec vous. Et donc, vous voyez, dans le deuxième chapitre de ce livre, beaucoup d'entretiens. Et quand on lit ces entretiens, c'est vraiment, même pour moi, c'était intéressant parce qu'on pouvait vraiment tranquillement parler de l'homosexualité. On pouvait parler plein d'autres choses qu'on n'imagine même pas de pouvoir en parler dans des organisations en Iran. Et voilà, je ne sais pas si j'ai assez répondu. Oui, s'il y a des questions à la fin à poser. Oui, et maintenant... Pour Saman, je pense que tu voulais... Oui, et Saman. Et pourquoi moi je suis là, qui je suis, parce qu'il faut que je pose ces questions. C'est grâce à Bahor, j'ai pu rencontrer Saman en Iran en tant que réalisatrice. Et depuis 2017, je fais un film sur ce monsieur qui est metteur en scène, acteur et surtout un grand militant des droits LGBTQ+ en Iran. Et je peux vous dire que la première fois, en 2018 ou 2019, que j'ai entendu le mot queer, c'était à Téhéran. Et voilà, je vais lire un petit message, en fait un petit extrait de livre que Salman a dit. Le titre dans le livre, il s'appelle « Le théâtre armé de Salman Arastou ». La masculinité telle que la ressent est différente de celle ressentie par un autre homme. De la même façon, la féminité telle que tu la ressens est différente de celle ressentie par une autre femme. Je crée ma masculinité à ma façon. Elle n'est pas un copier-coller de quelqu'un d'autre, c'est la mienne. Voilà. Bon, tu nous parles de Salman et après peut-être on fait un petit échange. Et on n'a pas beaucoup de temps. Oui, voilà. Salman, voilà. C'était une personne qui m'a, en fait, comme il est très connu en Iran. Et donc la première rencontre aussi avec Salman, c'était pas très simple. C'était pour lui, en fait, ça existait une forme de méfiance. Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux travailler sur ce sujet? Et donc avec le temps, il a compris vraiment l'objectif de ce désir de rencontrer les personnes trans. Et donc, et depuis, on travaille ensemble. Il a été en 2016 à Berlin dans un festival. 2017, oui. Printemps 2017, dans une très bonne salle à Berlin. À Berlin. Et donc, mais malheureusement, depuis le cours d'Internet, que c'est une occasion d'en parler,
aussi, quand on rentre dans la 5e semaine de cours d'Internet en Iran. C'est incroyable, c'est plus que 600 heures de cours d'Internet. On n'a aucune information de nos amis. Je ne sais pas si Salman est encore en vie. Vraiment, c'est tellement triste de dire ça, mais vraiment, mais on arrive à cet état de dire qu'on ne sait pas s'il est déjà en vie. Et c'est un petit peu la difficulté de parler de ce sujet dans ce contexte de la guerre en Iran. On imagine que, en fait, pourquoi on peut parler de ce sujet quand on est dans cette situation de la guerre? Quel autre sujet pourrait être plus important que la guerre? Mais justement, ça justifie parce que, si tu veux, qu'on peut revenir sur la famille liberté aussi un petit peu. Oui. Ce livre a été publié en 2025, mais quand même, pendant la famille liberté, j'étais en train de travailler sur ce livre. Et je me rappelle, c'était pour la première fois qu'on entendait la voix des personnes LGBTQI dans un mouvement. On entendait, c'était la première fois qu'on avait un slogan trans, queer, liberté, pour remplacer un petit peu femme, vie, liberté. Donc, c'était vraiment la première fois qu'on voyait cette communauté beaucoup plus visible, à la fois dans la diaspora, mais aussi à l'intérieur de l'Iran. Donc, et malheureusement, là, avec cette guerre, je suis très, très pessimiste. Vraiment, je ne sais pas si ça va durer, cette volonté de ces personnes comme Salman et les autres, tous les mouvements civiques en Iran qui, d'une façon lente, mais quand même très profondément, étaient en train de créer, de changer pendant des décennies, des femmes, des ouvrières, des professeurs d'université, des gens en retraite. Donc, avec cette répression, j'ai aucune idée comment on peut envisager un avenir pour tous ces mouvements civiques. Et donc, les personnes trans sont en danger, surtout, elles sont en danger. J'insiste sur ça parce que toujours dans les situations de répression, ce sont les personnes marginalisées qui peuvent être encore en danger parce que je viens d'apprendre une des personnes que je ne connaissais pas individuellement. C'est une travailleuse du sexe qui a été tuée par le gouvernement. Bon, comme ça, parce qu'on peut les tuer très facilement. Et après, dans la situation de la guerre, donc on renforce toutes les idéologies fanatiques. Et malheureusement, ce sont cette population qui sont beaucoup plus que les autres en danger. Je peux dire que Salman Qom, c'est quelqu'un connu. J'espère que ça ne va pas l'arriver. Mais on sait qu'il est parti de Téhéran après la guerre de 12 jours parce que la vie est devenue trop chère. Il est parti vivre dans une autre petite ville et qui continue de travailler avec les enfants, faire du théâtre et continuer à donner ses cours de théâtre-thérapie ou littérature théâtrale par Internet. Et voilà, mais bon, la vie, bien sûr, ça a été très dur pour lui. Et malheureusement, j'en ai entendu que la petite ville qui est vraiment, moi je ne croyais pas du tout qu'ils vont le bombarder, c'était bombardé. Mais je crois à ça que les mauvaises nouvelles arrivent vite. C'est pour ça que je crois, je sais que Salman, il va bien. Voilà. Ouais. Il attend faire ses nouvelles pièces, ses nouveaux spectacles pour changer la mentalité des Iraniens et aussi partout dans le monde. Voilà. Et on va partir sur une dernière question et on a un peu de temps pour que je donne la parole à nos chers amis pour lire les témoignages. Et qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec ce lien qui est par rapport aux trans en France et en Iran? Est-ce parce que tu veux parler de ça aussi? Bon, je pense que ce qui est important, c'est ce que j'ai ajouté dans l'introduction, parce que quand j'étais dans les dernières modifications de livre, c'était le président Trump qui, avant d'être devenu en fait le président dans cette dernière période, il a dit, vous pouvez imaginer, l'un des sujets pour lui, c'était que c'était juste pour attaquer les personnes trans. Il a dit que dans mon gouvernement, quelque chose comme ça, il n'existe que deux genres, hommes et femmes. Donc, vous pouvez imaginer qu'on parle des États-Unis. Et donc, si on regarde un petit peu avec une perspective beaucoup plus globale, vous voyez que la situation des personnes trans partout, c'est un petit peu fragilisé. C'est avec la montée surtout de l'extrême droite, on peut imaginer. Et donc, je pense que les combats des personnes trans en France et en Iran trouvent les mêmes racines, pas mal de points en commun, malgré des grandes différences dans le contexte.
Juste pour rappeler qu'en France, c'était très tardivement, en 2016, qu'ils ont enlevé l'obligation de passer par les chirurgies. Donc, vous voyez, on est en train de parler de la France. C'est 2016. Donc, je répète chaque fois parce que quand j'imagine ça, pour moi, c'est tellement dur de comprendre. Donc, il y a en fait les mêmes combats pour les personnes trans en Iran, mais heureusement, ici, il y a cette force des ONG, des associations. des associations. Et donc, malheureusement, en Iran, il existe aussi, vous pouvez trouver les entretiens que j'ai réalisés avec une seule. Et après, j'ai oublié de dire que Mariam Molkara a créé la première ONG pour les personnes trans en Iran en 2007. Donc, si je vous traduis le nom de cette ONG, vous allez dire, mais non, c'est pas possible, c'est pas une ONG parce que c'est la protection des personnes atteintes de dysphorie de genre. Donc, vous pouvez imaginer que, et après, ils disent ONG alors que c'est complètement sous le contrôle du gouvernement. Mais, bon, on est en train de parler de l'Iran. Et c'est complètement sous le contrôle des gouvernements. Les gens ne sont pas vraiment ouverts, mais c'était une seule chose que j'ai trouvée en tant qu'ONG. J'ai parlé, vous trouvez des entretiens avec les deux directeurs et directrices de l'ONG à cette époque. Et donc, voilà, tout ce qui se passe en Iran, je reviens encore sur cette situation de coupure d'Internet, parce que pour pas mal de personnes trans, leur voix, c'était par les réseaux sociaux, c'était une manière de militantisme, c'était une manière d'être active. Et donc, tout est coupé maintenant, et malheureusement, donc voilà, je ne sais pas, mais on peut en revenir, comment on peut avancer dans ce contexte légal. Bon, merci Bahor. Je demande à Tamina si elle peut nous joindre. C'est Pouya. Est-ce que peut-être soit tu peux nous présenter vite fait Pouya? Alors, Pouya est une femme trans que j'ai rencontrée sur Instagram et on est devenus très amis. On a parlé plusieurs heures ensemble. Donc, elle est comédienne. Maintenant, elle habite à New York, si je ne me trompe pas. Et donc, d'abord, j'explique aussi un petit peu comment, c'est dans le 3e chapitre de ce livre, il y a tout ce qui passe que j'ai nommé les récits. Donc, les récits, ce sont les personnes trans qu'ils m'ont envoyé eux-mêmes leurs histoires. Je les ai demandé de m'envoyer leurs histoires, où ils vont, en fait, une partie de leur vie, de cette transition, comme elles veulent. Et donc, vous avez des histoires, et donc comme ce sont les gens qu'on peut voir leurs images publiques. Donc, c'était pour cette raison que je me suis permis de mettre leurs images. Il y a toutes leurs accords. Et donc, on va écouter un petit peu le récit qu'elle m'a envoyé, que j'ai traduit fidèlement. Voilà. Je suis à 45% iranienne, à 55% américaine et à 100% moi-même. Je suis née à Téhéran, en Iran, en 1978, un an avant la Révolution. J'ai grandi pendant la guerre Iran-Irak. Les pannes d'électricité, les pénuries de carburant, les rations alimentaires, les pannes d'électricité, les bombardements et les informations quotidiennes sur la guerre à la télévision ont été le quotidien de mon enfance. Ce qui faisait que ça ne semblait pas aussi grave, c'était d'être entouré par ma famille. Une famille iranienne avec son amour du rire, de la nourriture et de la convivialité. Cependant, même dès mon plus jeune âge, j'ai senti que je n'appartenais pas à ce monde. Désormais, je ne pense plus que ce soit une question d'appartenance. Je crois juste que j'étais différente, et c'est le plus grand changement qui s'est produit dans ma vie. Être différent fait partie de la vie, même si nous sommes élevés avec cette idée que se démarquer de la foule est quelque chose à éviter et à fuir. Moi, j'ai couru vers la différence. L'école, par contre, était difficile parce que je me démarquais, dans un monde qui n'a pas de place pour quelqu'un qui était différent. J'ai été harcelé par mes camarades de classe tout au long de l'école, et comme j'étais une très bonne élève, les professeurs m'aimaient bien pour la plupart, ce qui a fait de l'école un véritable cauchemar. J'ai grandi en sachant me cacher du mieux que je pouvais. Et je savais d'une manière ou d'une autre que je n'avais pas tort. Je ne ressentais pas de culpabilité. Je savais que j'avais une vie différente quand les autres n'étaient pas là,
quand je portais les vêtements de ma mère et jouais à maman avec mes animaux en peluche, ou que je portais ses bijoux et que je prétendais être une grande dame de la société. Cette vie imaginaire était une bénédiction. Cela m'a aidé à faire face et cela m'a donné une ouverture dans un monde comme si, où je pourrais être qui j'étais et ce serait charmant. L'imagination est la chose la plus précieuse à avoir lorsque votre vie offre très peu de joie dans sa réalité. Avec la puberté, les choses sont devenues beaucoup plus graves. Les garçons voulaient devenir des hommes, et dans une école pleine de testostérone, j'étais comme un poisson dans un désert. Je n'avais aucun intérêt à être un homme, peu importe à quel point mon père, mes camarades de classe ou le monde entier le voulaient. Je ne l'ai pas vu du tout en moi-même, et si j'ai pu à de très rares moments essayer de m'intégrer en faisant ce que faisaient les autres garçons, je peux dire sans aucun doute que j'ai magnifiquement échoué. Je pensais que j'étais juste gay, parce que je ne savais pas ce qu'était un trans, et même qu'une telle chose existait dans le monde. C'est l'un des plus grands atouts d'Internet. Lorsqu'on ignore quelque chose, on peut généralement le chercher et trouver une réponse. Mais au début des années 1990 en Iran, cela n'était tout simplement pas possible. Si vous ne l'aviez pas vu dans votre monde immédiat ou dans une extension de celui-ci, alors il n'existait pas. Je dois également ajouter que si ce qui était décrit dans les films comme une représentation transgenre devait être cru, alors je n'aurais probablement pas cherché de réponse. J'ai vécu des variations des relations amoureuses tragiques vers 15-16 ans, compte tenu de la culpabilité, de la peur, de la désinformation de toutes parts, de la façon dont ces relations se sont formées, se sont développées, puis se sont effondrées jusqu'à l'extinction. Je me souviens de ce beau garçon qui, je pense, était amoureux de moi. Mais qui sait, c'était peut-être juste la magie d'avoir 15 ans. Et puis à 16 ans, une autre relation beaucoup plus sombre est née avec un garçon quelque peu religieux qui était dans ma classe. Ce que je ne savais pas à l'époque, et j'imagine que lui non plus, c'est que notre relation avait toutes les caractéristiques d'une relation abusive. Dieu merci, la vie ne se termine pas à notre adolescence. J'aime penser que j'ai dépassé ces insuffisances. J'espère aussi qu'il est un homme plus heureux maintenant qu'il ne l'était à l'adolescence, et j'espère sincèrement qu'il a traité les femmes qui sont venues après moi avec plus de considération et de gentillesse. Entre 16 et 18 ans, j'ai perdu mon grand-père. J'ai découvert que j'étais transgenre, ce qu'on appelait à l'époque transsexuel. Je suis tombé dans une profonde dépression, engagé dans un comportement très autodestructeur et rétrospectivement dangereux. J'ai essayé de me suicider environ 10 fois. J'ai été agressé par un groupe d'hommes, tandis que d'autres regardaient. Et je suis fier de dire qu'en criant, en donnant des coups de pied et en mordant mon agresseur, alors que j'étais retenu, frappé et menacé avec une lame de rasoir, j'ai réussi à gagner suffisamment de temps pour éviter d'être violé ou pire tué. Ces quelques années ont été sombres, c'est le moins que l'on puisse dire. Et je peux seulement dire que ma survie est une combinaison d'intervention divine, de résilience humaine et de courage de Pouya. Ce qui est vraiment le courage des femmes de couleur en général. La première fois que mes parents ont entendu le terme transsexuel, qui a depuis été remplacé à juste titre par transgenre, maintenant, cela venait d'un thérapeute à Téhéran quand j'avais 16 ans. J'étais une petite fille bien proprette jusqu'à ce que le monde autour de moi me montre que ce n'était pas ce que j'étais censé faire. Ils en savaient si peu. Mais même si ma mère m'avait emmené chez un psychologue quand j'avais 3 ans, un psychiatre quand j'avais 11 ans, ils voulaient toujours croire à ce rêve que j'étais un garçon. Pourquoi est-ce que j'appelle ça un rêve ? Parce que je vous assure, si vous aviez été là pendant que je grandissais, et que vous étiez éveillé et que vous aviez des yeux, vous n'auriez pas pensé que j'étais vraiment un garçon. J'y ressemblais peut-être, mais de la même manière que le plaqué or n'est pas de l'or. Ce qui ressemble à un garçon n'est pas forcément un garçon. Cependant, je remercie mes parents et en particulier ma mère. Après avoir été guidé et éduqué par le thérapeute qui m'a correctement diagnostiqué, et après avoir essayé de mettre fin à ma vie plus de 10 fois et de nombreux mois de troubles, ils ont finalement vu la lumière. Et pour ceux qui ne connaissent pas la culture dans laquelle j'ai grandi, voici une petite précision. Mes parents avaient plus peur de ce que le monde autour d'eux, voisins, collègues, membres de la famille et au-delà, penseraient d'eux que de savoir si oui ou non ils étaient personnellement d'accord ou en désaccord avec mon identité.
Ce qui est vraiment dommage et vraiment triste, pas pour moi, mais pour eux. Quel fardeau a dû peser sur mes parents et sur de nombreux parents qui vivent dans un monde qui les oblige à mettre en balance leur amour pour leurs enfants et leur amour pour leur société et leur place dans celle-ci. C'est vraiment nul. Ainsi, ma mère est partie dans les confins du monde pour me trouver un refuge, afin que je puisse entamer ma transition et commencer une nouvelle vie pleine de possibilités et d'opportunités. Il ne croyait pas, et à juste titre, que je pourrais avoir une vie bien remplie, une vie décente, une vie digne d'un être humain si je restais en Iran et y faisais la transition. En regardant en arrière, et même en parlant à des connaissances qui ont récemment fait la transition ou qui ont récemment quitté l'Iran, je peux voir que même si la chirurgie d'affirmation de genre est légale en Iran, il n'y a pas de protection juridique et aucune acceptation culturelle pour accueillir une vie saine et authentique pour un individu trans là-bas. Mais comme le dit ma mère, dans un monde où la plupart des gens ne bénéficient pas des droits de l'homme, à quoi peut-on s'attendre des communautés marginalisées en Iran, pour les communautés marginalisées en Iran? Comme c'est triste et vrai. Je suis maintenant à New York depuis 24 ans. Je pense comme une New-Yorkaise, et si vous ne savez pas ce que cela signifie, voici un petit résumé. Nous recherchons toujours la prochaine chose, la prochaine étape, la prochaine réalisation dans nos vies. Nous sacrifions l'espace pour la commodité et nous payons trop cher pour le logement afin de pouvoir vivre dans une ville qui ne dort jamais. Dans un sens, ce n'est pas si différent de Téhéran. C'est juste plus. C'est un peu plus chaotique et c'est un peu plus cher, mais c'est tout aussi bondé. Et ce que j'aime, c'est que vous appartenez toujours à la ville. Dans une ville où la plupart des gens ne sont pas d'ici, tout le monde vient de là. C'est une ville d'opportunités et de survie pour les plus résilients. Je suis cela. Je suis une immigrante. Je suis une survivante. Je suis la fille d'une femme du Moyen-Orient qui est la fille d'une femme du Moyen-Orient et ainsi de suite. Si ces femmes ont pu trouver un moyen de s'améliorer et de guider leurs enfants vers un avenir merveilleux, je peux aussi le faire. J'ai été diplômée du Fashion Institute of Technology et ai travaillé comme designer pendant 6 ans, tandis que je me suis mise à l'école de massage le soir. Je me suis mariée parce que j'avais besoin de me prouver à moi-même et au monde que j'étais assez femme pour épouser un homme. Quelles ordures absolues! J'étais définitivement assez femme pour me rendre compte que je n'avais pas besoin de lui pour me sentir femme et que simplement parce que j'étais immigrée ou trans, je ne méritais pas moins d'amour ou de respect que quiconque. Je suis devenue massothérapeute parce que j'avais vu la dureté et la cruauté de la vie et que je voulais la combattre avec amour, compassion, guérison et humanité. J'ai pu voir à quoi ressemblent les gens quand ils sont le plus vulnérables et je peux vous dire que nous avons tous des peurs. Nous voulons tous être vus. Nous voulons tous être appréciés et nous voulons tous être pris en charge. Je souhaite juste que nous ayons de meilleures façons de trouver ces choses. Je suis reconnaissante d'avoir reçu le don de la guérison, car en guérissant les autres, j'ai guéri ma propre âme petit à petit. Dans le dernier chapitre de ma vie, aujourd'hui même, je suis actrice et activiste. Je raconte des histoires. Certaines sont vraies, d'autres non, mais toutes sont humaines. J'utilise ma voix et ma plateforme pour partager mon âme, mon histoire, mon humanité, ma force et ma vulnérabilité. Non pas parce que je pense que tout le monde devrait suivre mon exemple ou que j'ai fait quelque chose que personne d'autre n'a fait. Je partage mon voyage parce que c'est comme les voyages de beaucoup. Beaucoup qui n'ont pas réussi. Beaucoup qui se sont perdus quelque part en cours de route. Beaucoup dont la lumière était tamisée à cause de la haine et des préjugés. Je raconte mon histoire de douleur, de force, de résilience, d'espoir pour que vous le sachiez. Pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Pour que vous sachiez que vous pouvez faire ce que vous avez décidé de faire. Je partage également mon histoire pour que nous puissions apprendre de nos erreurs, individuelles ou collectives, et ensemble contribuer à bâtir un avenir meilleur où nous sommes tous vus, appréciés et acceptés pour qui nous sommes, pas pour ce que nous devrions être. Ce monde est un monde pour lequel il vaut la peine de se battre, de mourir et, plus important encore, de vivre. On passe aux photos. Merci beaucoup, Tamina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Tamina. Merci.
Et maintenant, j'invite Christelle de nous joindre pour lire le témoignage sur Chaya. Si tu veux dire quelques mots sur Chaya. Alors, Chaya, pour rencontrer les personnes trans, en fait, je suis allée aussi en Turquie pour parler avec les personnes trans dans la situation d'asile ou en tant que réfugiés. Donc, Chaya est une femme trans. Maintenant, elle habite au Canada. Et donc, on était en contact depuis qu'elle était à Istanbul. Oui, elle était basée à Istanbul après plusieurs d'autres villes. Et donc, on va écouter un petit peu son récit aussi. Je suis Chaya, une femme trans-iranienne. Loin de tous les préjugés et tous les clichés de genre, j'ai refusé mon genre et je suis allé plus loin. Maintenant, je suis une femme. J'ai réalisé mes rêves et je ne fuis plus mes peines, ni mon passé, ni ce que j'ai été, mon enfance ou mes peurs. La peur d'aller à l'école et de voir les enfants se moquer de moi. La peur des reproches de mes parents, la peur de ma différence aux autres. La peur d'aller à l'université, la peur du jour où je me suis connu moi-même. La peur des nuits où j'avais décidé de parler de moi-même à mes parents. La peur d'être rejeté, la peur de la solitude, de la médecine légale, du tribunal, de la salle de chirurgie, la peur de la douleur. La peur d'une nouvelle vie. La peur d'une nouvelle relation amoureuse. La peur d'une nouvelle société qui n'accepterait pas du tout. La peur de ranger toute ma vie dans un bagage. La peur de dire au revoir à l'aéroport, de devenir une étrangère. J'ai pris l'avion et j'ai dit au revoir à mon pays. À Istanbul, il faisait très froid. Ce fut l'année la plus froide de toute l'histoire du pays. Je suis entré en Turquie, ils ont mis un tampon sur mon passeport, daté du 8 février 2016. Plusieurs années ont passé depuis ce jour, mais je me rappelle encore cette peur que j'ai ressentie, la peur d'un destin inconnu. Je suis maintenant une demandeuse d'asile, une réfugiée. Je m'habille comme eux, je me comporte comme eux, je connais leur langue et la parle, mais ils me reconnaissent encore comme une étrangère. J'ai plein d'amis ici, qui sont devenus une partie de ma vie. Pour pouvoir supporter ce nomadisme, on a créé nos familles ici. Mais je me sentais toujours dans un purgatoire, une situation non stable dont je ne savais pas où elle allait m'amener. J'ai beaucoup travaillé en Turquie pour pouvoir vivre sous un toit et pour pouvoir gagner ma vie. J'ai travaillé des heures pour un salaire dérisoire, mais je me forçais à continuer pour réaliser mes rêves. Je n'avais pas de visa de travail et un jour j'ai été arrêté par la police. Et ma vie a été complètement bouleversée. Quand ils m'ont arrêté, il faisait très froid. Et en prison, le temps passe très lentement. J'attendais impatiemment que le lendemain arrive, le lendemain de ma liberté. Mais l'histoire a été beaucoup plus compliquée que cela. J'ai été en prison pendant 3 jours. Et le 3e jour, ils m'ont donné la nouvelle de mon rapatriement en Iran. J'étais complètement choqué. Je me rappelais des jours où j'avais demandé de l'aide à ce pays. Mais maintenant, ma situation était devenue pire que dans mon pays d'origine. J'ai été complètement sous le choc et je me rappelle que j'ai fait un malaise. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. J'ai senti le bracelet de prison sur mes mains. Je me suis demandé si j'avais tué quelqu'un. Je pensais que j'étais en plein cauchemar. Je me demandais pourquoi je ne me réveillais pas. Des activistes et des avocats ont empêché qu'ils me rapatrient en Iran. On était sur la route vers l'aéroport, mais ils m'ont ramené au commissariat. Mes amis m'ont attendu devant le commissariat jusqu'au matin. Finalement, j'ai enfin pu rencontrer mon avocat. Et il m'a promis de ne pas les laisser me ramener au pays. La voiture m'a ramené à Istanbul. J'avais toujours eu envie de visiter cette ville, mais là, je ne pensais pas qu'ils me transféreraient à Istanbul. J'étais loin de tout le monde. Le lendemain, ils m'ont adressé un bâtiment très grand et proche de la mer, un bâtiment énorme, et le silence m'a angoissé. Depuis le jour où je suis entré dans ce bâtiment, et jusqu'aux 19 jours suivants, le temps a duré pour moi comme si j'avais passé une année de ma vie dans ce bâtiment. Je ne savais rien de ce qui allait se passer. J'avais envie de mon petit studio de mes amis, mais j'étais en prison, assis sur mon lit pendant des heures. Je regardais la mer et les bateaux libres depuis ma fenêtre de ma cellule. J'avais voulu m'enfuir de la cage où je m'étais emprisonné pendant des années dans mon propre pays, et là, j'étais à nouveau emprisonné dans une cage. Aujourd'hui encore, j'ai des cauchemars de ces jours-là. J'ai vu beaucoup de gens dans cette prison, de différentes couleurs et pour différents crimes. Mais on était tous ensemble et dans la sympathie pour pouvoir supporter notre emprisonnement. Je me demandais, qu'est-ce que la vie veut me montrer? Qu'est-ce que je dois apprendre alors? Je ne voulais pas grand-chose de la vie. Mes parents me manquaient beaucoup, mais je ne voulais que personne soit au courant. Ils m'ont finalement libéré.
Je suis rentré dans ma ville, Denizli. J'ai retrouvé mes amis et la vie a continué. En ce moment, j'écris tous les jours et j'aide les gens comme moi. Je donne des informations aux gens pour qu'ils nous acceptent comme les autres et nous voient comme eux-mêmes, que nous sommes aussi des êtres humains et que nous avons aussi le droit de vivre. Je ne veux pas oublier les choses que j'ai apprises ces dernières années. Je veux dire au revoir à cette ville avec de beaux souvenirs en tête. J'ai appris le courage pour m'aider moi-même et pour aider les autres. J'ai appris la patience. J'ai appris à dépasser mes peurs et à crier avec fierté que je suis une personne trans et qu'être trans est une partie de mon identité et que je suis fier de l'être. Après avoir vécu 4 ans et demi une vie difficile de demandeuse d'asile en Turquie, je réside aujourd'hui à Vancouver et j'espère pouvoir trouver les meilleures opportunités pour travailler et vivre dans ce pays libre. Je suis productrice et modératrice d'une chaîne de radio appelée Radio Ragin Kaman, Arc-en-Ciel, une radio pour les Iraniens sous le drapeau de l'arc-en-ciel. J'ai créé 85 reportages dédiés aux problèmes des personnes trans, plus particulièrement ceux et celles vivant en Iran. Je collabore aussi avec des chaînes de télévision iraniennes à l'extérieur de l'Iran pour pouvoir mieux sensibiliser le public sur ce sujet. Ce sont des petits pas pour être mieux présentés, acceptés et entendus par la société. Merci beaucoup, Christelle. J'invite à Emma, ma chère Emma. Tu vas lire Fariman, mais Bahora, est-ce que tu peux nous expliquer Fariman? On va essayer. Et que moi, en fait, je voulais aussi que tu présentes ce que tu fais et nous parler de ce petit bouquin que vous l'avez normalement reçu, on a mis sur votre chaise. Voilà. J'en parlerai après. Voilà. Parce que je n'ai pas tout lu. Et tu nous présentes ta Fariman? Oui, Okay. donc moi c'est Emma, mais je lis Fariman. Hein. Je suis Fariman Kashani, j'ai 26 ans. J'habite en Turquie en tant que demandeur d'asile et je souhaite résider en Australie, mais le processus a pris un an de retard à cause de la Covid. J'avais 21 ans quand je suis arrivée en Turquie. En tant que personne née avec un corps de femme et une identité de genre et une orientation sexuelle différente, j'ai subi beaucoup de pression en Iran. Chaque année passée, je me rendais compte de cette pression que j'ai subie en Iran. Lorsque j'étais enfant, je faisais du vélo ou du foot avec mon frère. Nous chargions un fusil de chasse. Tout ça, c'est mes plus mémorables souvenirs d'enfance. Je n'étais pas encore à l'école et à la crèche, il n'y avait pas de ségrégation sexuelle comme à l'école. Mon frère avait 7 ans lorsqu'il est allé à l'école et il a recommencé les cours de foot. Mais ils ne m'ont pas inscrit avec les équipes de garçons et j'étais tout le temps à côté du terrain de foot. Je faisais des exercices séparément, en même temps qu'eux, en les regardant. L'école a commencé. C'est le moment où je me suis rendu compte de ma différence avec mon frère. J'étais obligé, j'étais obligé d'aller à l'école des filles et de me mettre hijab. J'attendais tout le temps que mon clitoris pousse et devienne un pénis. À 13 ans, je n'avais pas encore eu mes règles, alors que mes amis les avaient eues. J'étais heureux parce que ça m'a rassuré que j'étais un garçon. Mais la catastrophe a commencé lorsque j'ai eu mes règles et mes seins ont commencé à pousser. Dès le premier jour, j'ai bandé mes seins et j'ai dit à ma petite copine qui était dans ma classe que j'étais intersexe et que mon nom était Ashkan. Je souhaitais être en relation avec elle, comme un homme. Sa mère a découvert notre histoire et dès le collège, elle a séparé sa fille de moi. Toutes ces années, ma mère me regardait comme un pervers sexuel, comme un enfant sexuellement précoce, un enfant qui regarde des films pour les adultes, qui se masturbe. Elle m'a surpris 2 fois. J'ai entendu le mot transsexuel à l'école.
par une de mes camarades. J'ai cherché ce mot sur Internet et j'étais dans les nuages de la joie. Je ne me sentais pas seule et j'étais rassurée de ne pas avoir de problème. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était ma mère. Je lui ai demandé de m'emmener chez un sexologue, mais elle m'a emmené chez un psychothérapeute qui m'a diagnostiqué bipolaire et d'autres désordres mentaux, sauf ce qui concerne quelqu'un qui a besoin de l'affirmation de son genre souhaité. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais la seule personne qui pouvait me sauver. Mais je n'étais pas encore majeure pour pouvoir demander légalement le changement de sexe. Ils m'ont demandé de me présenter à la dernière séance au tribunal avec ma mère. Le juge était un mulât. Je me suis présentée en habit masculin et il a levé sa tête très difficilement pour me regarder et il m'a demandé de ne pas m'habiller en garçon et de garder mon hijab tant que je n'avais pas réalisé de chirurgie de changement de sexe. Je suis retournée au tribunal quand j'ai eu 18 ans, mais à ce moment-là aussi, la présence de mes parents était obligatoire. J'ai continué mes études à l'université en m'habillant comme les filles. J'ai tenté plusieurs fois de me suicider. J'ai eu des relations amoureuses qui finissaient vite. Et j'étais arrêtée par la police plusieurs fois en habit masculin. Chaque fois, j'ai trouvé une solution pour me débarrasser des policiers. Mais la dernière fois, je n'ai pas pu m'en sortir. J'ai été obligée de quitter l'Iran. J'étais plus libre en Turquie qu'en Iran, même si ce pays aussi n'est pas le pays pour les non-hétérosexuels. J'ai enlevé mes seins et mon utérus et je m'identifiais en tant que trans non-binaire. Et tous les jours, je découvre quelque chose de nouveau sur moi-même. Quand je suis arrivé en Turquie, j'ai été invité par ASAM, c'est l'Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants, à participer à un workshop organisé par le GRYC, c'est Global Refugee Youth Consultations, avec la contribution de l'UNHCR, c'est United Nations High Commission of Refugees. J'ai eu de bonnes relations avec les participants du workshop qui étaient majoritairement des gens âgés de 18 à 24 ans. J'ai eu aussi de bonnes relations avec les autres demandeurs d'asile d'origines diverses. Dans ce workshop, ils nous ont appris comment vivre avec les difficultés quotidiennes qu'on rencontre tous les jours dans la société et comment y trouver des solutions. C'est à ce moment que j'ai commencé mon activisme. J'ai commencé à travailler avec l'UNHCR en tant que bénévole dans un projet intitulé ROV, Refugee Outreach Volunteer. Au cours des dernières années, j'ai fait beaucoup d'activisme pour les personnes homosexuelles et pour les femmes. Mon travail principal est la radio Ragam Kaman, Arc-en-Ciel. Avec cette radio, je suis en contact non seulement avec les gens LGBTQI en dehors de l'Iran, mais aussi à l'intérieur du pays. J'utilise tous les outils qui peuvent m'aider à dire à voix haute ce que j'ai vécu et ce que les gens comme moi subissent dans le monde. J'adore le cinéma et l'image. L'année dernière, j'ai décidé de réaliser un film avec mes amis sur une femme trans iranienne qui a quitté l'Iran et qui subit d'autres problèmes en Turquie. Ce film, Viva Eva, sera diffusé en avant-première au Festival Queer et il sera accessible pour tout le monde en janvier. Mon frère, il n'y avait pas d'importance que je sois sa sœur ou son frère. Mon genre n'a pas affecté notre relation. Mais j'ai entendu beaucoup de mots sur moi par mes amis et son entourage qui l'ont embêté. Je ne suis plus en Iran et j'irai bientôt à l'autre bout du monde pour continuer ma vie. Donc je pense que nous ne jouerons plus jamais au foot ensemble. Ouais.
D'accord, bah, j'arrête là. Ok. Merci. Merci. Donc, rapidement, je co-gère depuis une vingtaine d'années un collectif de support transgenre qui s'appelle Support Transgenre Strasbourg, avec une amie qui s'appelle Cornelia Schneider. Et en fait, nous étions le premier groupe en France d'avoir une approche politique, c'est-à-dire axée droits humains. Vous avez peut-être vu ce petit glossaire qui vient du Conseil de l'Europe, hein, où je travaille. Et en fait, je faisais partie pendant des années. On a une petite section au Conseil de l'Europe qui s'appelle Orientation sexuelle, identité, expression de genre et caractéristiques de sexe. Et donc, c'est le travail du Conseil de l'Europe sur ce thème. Hein. Donc, comme on a déjà dit, il y a d'énormes disparités entre pays. Bon, il y a toujours, je vais dire le mot tel qu'il est, il y a toujours un apartheid, une ségrégation à tout niveau fondée sur le sexe et le genre, puisque le sexe juridique apparaît sur les papiers dans tous les pays européens. Il y a un livre qui peut peut-être vous intéresser, qui vient d'être publié ce mois-ci, qui s'appelle « Rêver un autre monde ». J'ai fait de la pub pour quelqu'un d'autre, pardon, qui vient d'être publié par... alors, c'est une autrice, c'est une amie qui s'appelle Delphine Filbert. Alors, comme on a dit tout à l'heure, la situation, on peut absolument pas comparer la situation des personnes transgenres en Iran et en France, parce que les enjeux politiques sont... Le fond du problème est le même. C'est une séparation créée par les pouvoirs, mais les vies sont très, très, très différentes pour des raisons. Vous connaissez, hein, je ne vais pas aborder ça. Pour cela, je ne me permets pas de parler de cette situation parce que je n'ai pas d'autorité sur ce sujet. Mais en Europe, comme vous savez, on est dans une régression actuellement. On régresse au Portugal. Vous avez peut-être vu la semaine dernière, il y a eu une vote qui fait que la situation juridique revient à celle qui existait en 2011. Donc, on est de nouveau dans les chirurgies normalisantes pour les personnes intersexes. On interdit l'accès à l'aide médicale pour les personnes de moins de 18 ans, chirurgie et accès aux hormones et bloqueurs de puberté. Et c'est un petit peu pareil partout en Europe. Donc, voilà. Merci. Merci Emma. Merci surtout que tu as pu venir. C'est une belle surprise. Bon, bah, on a... Oh, c'est bien, on n'est pas très en retard, je suis contente. On pouvait peut-être continuer à lire, mais bon, on va rester, on va donner la place à vos questions. Il est 18h18, je pense, on a 3, je reste jusqu'à 18h30. Bon, si... Tu veux l'allumer? Ah oui, d'accord. Ah, ok. Je voudrais te remercier, Barol, pour ce travail. J'étais témoin d'une grande partie de ce que tu as fait avec persévérance. Et c'était un travail de fourmi sans relâche et avec acharnement. Et bravo et félicitations. J'ai eu de la chance aussi de participer à ta soutenance de thèse. Et j'ai une question qui me revient parce que sur une remarque, non, peut-être un point que M. Zarka avait soulevé à l'époque. Il a dit on pensait être en retard par rapport au régime iranien et on a appris des choses avec ton travail. Et je voudrais savoir quelle était... la réaction d'un point de vue français ou en France sur ton travail, est-ce que ça a abouti à quelque chose, à des nouveaux dispositifs par rapport à ça?
Et j'avais envie d'avoir une autre question, prétextant parler des pays du Golfe Persique pour pouvoir dire Golfe Persique, mais je n'ai pas trouvé cette question. C'était juste ça. Je te remercie. Alors, merci beaucoup, Sepide, pour ta question. Alors, c'est bon. Merci beaucoup, Sepide, pour ta question. Encore? Non? Ah non, Robert. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup, Sepide, pour ta question, pour ton soutenance, pour ton... voilà, tu étais toujours là. En fait, je pense que quand j'ai commencé à remercier Estra Siran, j'ai dit c'est un grand plaisir pour moi de présenter mon premier livre dans ma première ville d'accueil et avec les gens comme toi qui m'ont soutenu. Donc, pour la réaction des gens en France ou des Français, Françaises sur cette question, donc c'était un étonnement. Après, cet étonnement, ce n'était pas que auprès des gens en France, même les Iraniens, en fait, pas mal des Iraniens qui m'ont dit bah, ah bon, c'est comme ça, c'est légalisé en Iran. Mais parce que, donc, tout d'abord, c'était vraiment, en fait, comment ça c'est possible. Et voilà, donc j'ai essayé de... Après, c'était difficile parce que comme il suffit que vous tapez sur n'importe quelle base de recherche Iran, sex change ou changement de sexe, et vous avez plein des articles, des reportages, des documentaires dans lesquels on trouve une forme d'exotisme, comme je disais, d'une forme d'instrumentalisation des personnes trans, de toujours dire que voilà, ce sont que les homosexuels refoulés, ce sont que les lesbiennes refoulées, que le régime les force pour la chirurgie, alors que j'ai essayé d'expliquer que, en tout cas en tant que sociologue, on ne voit pas les phénomènes si simplistes et c'est une autre manière de ne pas reconnaître leur pouvoir d'agir, leur volonté de choisir leur propre identité. Donc, voilà, c'était de cette manière. Mais après, ce que je peux aussi citer, c'était parce que ce livre a été financé aussi par CNL, Centre national du livre. Donc, dans leurs lettres, ce qu'ils ont dit, c'est que ce livre est un reflet, c'est un miroir de notre société. Donc, ça, pour moi, c'était quand même, en fait, sur la situation des personnes trans, malgré toutes en fait, ce que tu viens aussi de mentionner, des grandes différences qui existent, mais finalement, là, en fait, les luttes des personnes trans sont les mêmes racines, sont les mêmes bouts. Et c'est pour la dignité, pour la reconnaissance et pour, voilà, pour leur propre droit à disposer de leur corps. Donc, et merci pour ton remarque sur le Golfe Persique. Oui. Des questions? Bonjour Barbara, c'est super de te voir là. Moi j'ai une question, alors je vais la faire à la H. Je ne suis pas une spécialiste de tout ça, mais je me demande si pour les personnes qui font une transition d'un genre vers l'autre, du masculin vers le féminin ou du féminin vers le masculin, si la réaction, à la fois d'un point de vue juridique et administratif, mais aussi d'un point de vue de la société, de comment c'est aperçu, si c'est perçu de la même façon. Parce que par exemple, dans l'homosexualité, on sait que la féminine n'est pas perçue comme la masculine suivant les cultures. Merci. Merci beaucoup Angèle pour ta question. Donc, oui, en fait, en Iran, cette transition, ça veut dire on parle de partout un petit peu les personnes trans. Les hommes trans gagnent pas mal de valeur parce qu'ils vont rentrer dans les camps des hommes. Donc, si on compare avec les femmes trans, malheureusement, les femmes trans elles rentrent dans toutes les stigmatisations, violences que les femmes en subissent, mais c'est encore pire parce que ce ne sont pas les femmes trans cisgenres qui peuvent reproduire, ce sont les femmes trans. Donc, malheureusement, ce genre des préjugés, des stigmatisations, ça reste aussi en Iran, mais au niveau juridique, avec cette transition, ils peuvent
en fait, changer leurs identités dans les documents, en fait, pour changer le sexe et les noms et les prénoms dans leurs propres identités, mais juste pour rappeler que c'est quand même, c'est une obligation. Ça veut dire si une personne trans veut changer ses identités, il ou elle doit absolument partir par un protocole qui est très, très difficile. C'est un labyrinthe institutionnel qu'il fallait passer par les diagnostics psychiatriques, il fallait absolument passer par les chirurgies de stérilisation, il fallait absolument passer par la chirurgie de reconstruction de l'organe sexuel. Donc, tout ça, il faut le rappeler, mais quand même, pour certaines personnes trans, c'est cette possibilité qui en sont remerciées, mais il y a une grande partie aussi qui sont complètement marginalisées. Ça veut dire en fait, j'ai essayé de les nommer comme les outsiders, comme de ce protocole qui existe. Mais après, heureusement, il y a, comme on dit, la question principale de ce livre, c'était le corps. Tous les pouvoirs qui s'exercent sur le corps, et de l'autre côté, ce corps qui est aussi un lieu d'émancipation, qui est aussi un lieu de résistance. Et donc, si le protocole, si le système juridique, comme tu dis, propose cette solution, et si la personne ne se trouve pas dedans, il y a d'autres stratégies. Ce sont les personnes trans que j'ai nommé leur trajectoire comme les stratèges. Donc, voilà, ils gagnent bien sûr, protection juridique, mais par exemple, pour vous donner juste un exemple, en Iran, pour pouvoir profiter d'exemption du service militaire, ce qui est très important pour les hommes, ces personnes trans, dans les années 2000, c'était avec une code très, très stigmatisante qui mettait la transsexualité dans les troubles psychiatriques. Et donc, ils ne pouvaient pas être recrutés dans les grandes institutions publiques parce que c'était un code qui montrait ces personnes sont malades. Et donc, ils ont fait, je faisais des entretiens avec les activistes et militantes. Ils ont réessayé ils ont vraiment combattu pour qu'ils changent au moins le nom de ce code. En fait, ils ont changé par les problèmes glandulaires, des choses comme ça, pour que ça soit moins stigmatisant. Donc, il y a toutes ces difficultés que même une protection judiciaire ne peut pas justement garantir leur reconnaissance dans la société. C'est juste pour rebondir, pardon. Je me permets de rebondir sur la question, parce qu'en France aussi, il y a quand même une petite différence entre le parcours pour devenir une femme trans et un homme trans. Légalement, il n'y en a pas, mais je rejoins ce que vous disiez à l'instant. Jusqu'à il y a 10-15 ans, en France, c'était considéré comme une maladie mentale, la transidentité. Oui. Mais la grosse différence, c'est que nous, les femmes trans, on a la double peine de vivre, à savoir la transphobie et la misogynie. Et pour ça, il y a un mot qui a été inventé, qui est donc la transmisogynie. Donc, socialement, il y a quand même une différence entre les deux parcours. Un transféminicide aussi, on peut ajouter. En fait, la mort de plein de femmes trans qui sont mortes pour être à la fois femmes, pour être à la fois trans. Donc, juste, je passe la question, mais les hommes trans ou les femmes aussi trans en Iran, pour le service militaire, ils sont exonérés, non? Ils sont exemptés du service militaire, oui. Enfin, c'était le code que je viens d'expliquer. Bonjour, merci pour la conférence. J'ai vu il y a une quinzaine d'années un documentaire, je crois qu'il s'appelait Be Like Others de Tanaz Ezagian, quelque chose comme ça, je ne sais pas si je prononce bien, je ne sais pas si je pense que vous le connaissez, qui montrait quand même que les personnes... qui expliquait que les personnes n'étaient peut-être pas dans le bon corps et donc la société allait rectifier cela et en poussant les gens à faire la transition. Au vu de ce documentaire, c'était quand même quelque chose de imposé, plutôt imposé et pas toujours le choix des personnes. Et ce documentaire montrait que les personnes, souvent leur avenir, c'était souvent la prostitution, elles étaient souvent rejetées des familles. Là, vous, ce que vous présentez aujourd'hui, c'est un autre regard qui est plus sur le choix des personnes. Mais par exemple, dans les trois récits qui ont été lus, c'est quand même des personnes qui ont quitté les rangs pour pouvoir vivre leur transidentité. Mais qu'en est-il des personnes qui veulent rester en Iran et quelle est leur vie et est-ce qu'il y a eu une évolution entre ce documentaire que j'ai vu il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui? Est-ce que les choses ont évolué?
Merci. Merci beaucoup pour votre question. Donc, comme je disais, en fait, une grande majorité des documentaires, en fait, ils répètent la même chose. Les personnes trans en Iran sont poussées vers la chirurgie. Est-ce que vous connaissez un documentaire vraiment qui montre une vie normale d'une personne trans qui vit sa vie, il n'existe pas. Donc, en tout cas, avec mon travail, en rappelant tous les problèmes de discrimination que les personnes trans, les minorités de genre et sexuel en souffrent en Iran, en rappelant que c'est un pays quand même qui n'a pas il n'y a pas de possibilité, il y a toutes ces restrictions, il y a les personnes qui peuvent quand même bénéficier de ce système. Donc ils ne sont pas poussés, ils ont un choix. Et ce qui est comme une pression, comme ce qu'on peut, si on veut reprendre ce qui a été donné, c'est la société, c'est la famille. Est-ce qu'ils sont déjà acceptés dans la famille? Pourquoi ils sont rejetés? Pourquoi ils ne peuvent pas continuer leurs études? Donc c'est la société, c'est le cisgenrisme qui est beaucoup plus profonde que les politiques d'un pays. Donc quand on voit dans mes entretiens, j'ai rencontré des gens qui me disent... parce que j'ai demandé pourquoi d'abord une personne trans doit commencer sa demande par le tribunal familial. Et il m'a dit, vous savez madame, il y a les personnes trans qui commencent leur transition et leur famille nous attaque. Ils viennent en disant que vous poussez nos enfants vers la chirurgie, alors que ces documents juridiques pour les protéger. Donc vous voyez, c'est quand même des situations qu'on ne comprend pas. Et après, en fait, ils ne sont pas vraiment poussés. Il y a aussi des stratégies en Iran pour les essayer d'abandonner. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent passer plusieurs heures de thérapie, de psychiatrie, comme vous pouvez la trouver auprès des médecins légistes qui ne sont pas du tout ouverts. C'est vraiment, ils font des tests très, très bizarres. Ils posent des questions. Après, il y a plein de filtres, comme la présence des parents, par exemple, même pour les majeurs. Par exemple, avec n'importe quel âge, si vous voulez faire ça, il faut que vos parents voient, ils viennent témoigner. Si vous êtes déjà marié, il faut que votre mari ou votre femme doivent venir témoigner. Donc, vous voyez, c'est toutes ces forces, toutes ces formes d'une mauvaise reconnaissance des personnes trans qui existent. Mais, cette idée qu'elles sont poussées, je ne peux pas les accepter. Je ne peux pas l'accepter entièrement parce que j'ai rencontré les gens, comme je vous ai dit, dans le médecin légiste, les juristes, que même il y a un juriste dans le livre qui me dit, je ne veux pas dire qu'il dit, la façon qu'il a dit, c'était quand même embêtant pour moi parce que quand je disais, est-ce que selon vous, les personnes trans sont forcées de réaliser les chirurgies en Iran? Est-ce que vous acceptez cette hypothèse que ce sont les homosexuels, que le régime les force? Et il m'a dit, je vous donne un exemple. Vous savez qu'un homme, une femme, si vous n'avez pas une relation officiellement comme marié, vous ne pouvez pas aller prendre un hôtel. Mais 2 hommes et 2 femmes peuvent le faire. 2 hommes et 2 femmes peuvent faire la piscine ensemble. Donc, il a commencé à me donner des exemples comme ça pour dire que finalement, les homosexuels et les lesbiennes peuvent vivre leur vie tant que ce n'est pas devenu visible, par exemple. Donc, pour moi, c'était embêtant parce que j'ai réagi en disant que OK, cette manière de répondre, c'est quand même intéressant, mais vous ne pouvez pas négliger toutes les personnes qui ont été exécutées au début de la révolution islamique, tous les homosexuels, que sur d'autres prétextes, vous les avez emprisonnés, exécutés, etc. Donc, finalement, on peut dire que c'est une façon de voir ce phénomène très, très médiatique, très, très journalistique, et c'est très exotique. J'avais des maisons d'édition qui m'ont proposé, oui, c'est super ce livre, on va le nommer le changement de sexe dans les pays des mollahs. Donc, tout le monde va l'acheter. Bon, vous savez, il y a beaucoup d'exotisme dedans. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer une autre regard, une autre perspective. Qui sont ces personnes trans? Alors, il y a le régime, il y a ce système, il y a ce protocole, il y a certains qui s'adhèrent, qui sont très, très bénéficiaires, qui disent « merci, République islamique », mais il y a d'autres trajectoires. C'est pour ça que ce livre s'appelle « Trajectoire trans », parce que ce n'est pas un seul. C'est un petit peu cette volonté de homogénéiser les personnes trans, elles sont tous pareilles, les trajectoires sont pareilles, alors que non. Il y a plusieurs façons de s'identifier trans et de réaliser cette trajectoire. Juste pour ajouter un petit mot à ce que vous venez de dire. En fait,
l'idée de né dans le mauvais corps, ça c'est encore un détournement pour dépolitiser et pour annuler la pensée politique, on va dire. On est, dans notre travail des droits humains, on est plutôt dans un esprit né dans le mauvais système politique. Donc on est tous et toutes, ou même si je pourrais dégenrer ce terme, toutes sans genre, nés dans un système qui nous est imposé dès la naissance, ou même avant, dans certains cas, parce que les parents vont mettre la chambre en bleu ou acheter des poupées, même avant la naissance, ils vont faire des échographies pour essayer de mettre l'enfant dans une case sexuée. Donc, c'est un enjeu qui concerne tout le monde, et l'idée que ce serait juste une minorité, c'est vraiment dépolitisant. C'est un enjeu qui nous concerne tous. Les témoignages, je vous propose peut-être vous achetez le livre parce que dedans il y a beaucoup de témoignages qui sont restés en Iran. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Salman. Salman, c'est que j'espère que moi je finis le film et que vous voyez qu'une autre vie en Iran est possible si le monde se permet. Et une autre question, une dernière question, monsieur le professeur. C'est tout petit, vraiment par curiosité. Est-ce que dans vos enquêtes, vous avez rencontré des Iraniens, minorités religieuses, zoroastriennes, juives, chrétiennes, qui ont pu bénéficier de cette loi ou c'est propre seulement aux Iraniens musulmans? Merci beaucoup pour cette question très importante. Oui, ça, c'est vrai que c'est une limite de ce travail. Ça veut dire que j'étais beaucoup plus concentrée dans le centre. Bien sûr, j'ai des témoignages des personnes dans le marge, comme les Kurdes et les Baloutches, mais ce n'est pas vraiment beaucoup. Et ça, malheureusement, je n'ai pas accès à ces personnes dans ce livre. Ce sont majoritairement donc, les musulmans, ce sont majoritairement dans le centre. En dehors du livre. En dehors du livre. Sur terrain, en Iran, est-ce que vous avez rencontré... Non, malheureusement, non. Des Zarathustriens, non. Mais de différentes ethnies, si, de loin, un petit peu. Mais dans ce livre, malheureusement, c'est vraiment une des limites de ce travail aussi. Dans cette loi, c'est précisément la religion ou c'est juste être iranien qui peut bénéficier? Non, je pense que tout le monde qui habite en Iran, qui a non, et aucun. Parce qu'en tout cas, cette personne qui vit en Iran, c'est sous la loi islamique. Donc, malheureusement, doit passer par... Une dernière question. Merci, Bahar. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des statistiques fiables en Iran? Et le cas échéant, est-ce qu'on sait les transitions, si elles sont majoritaires dans un sens ou dans l'autre? Parce que voilà, dans un système comme en Iran, très patriarcal, on pourrait croire qu'effectivement, il y a plus de femmes qui veulent devenir hommes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ok. Merci beaucoup aussi pour cette question. Cette question des statistiques, c'était aussi... j'ai essayé de la développer avec pas mal des entretiens, des chiffres dans le livre. Et finalement, je n'ai pas de chiffres précis. Parce que même s'il y a des prévalences, des estimations de 0,5 à 1% de la population, ce sont les personnes trans, c'est très restrictif parce qu'il n'y a pas toutes les personnes trans, comme je disais, qui prennent le même chemin. Et donc, en Iran, on a des chiffres vraiment différenciés. Donc, et c'est l'une des autres idées reçues sur l'Iran, c'est que l'Iran, c'est le deuxième pays au monde où on peut trouver les chirurgies. Donc ça, c'est aussi très journalistique. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et donc, et pour les tendances, ce qu'on peut voir, c'est très intéressant que récemment, comme vous venez de mentionner, il y a beaucoup plus des hommes trans que les femmes trans en Iran. Et c'est à l'inverse de la tendance mondiale, si je ne me trompe pas. Ça a changé, mais parce qu'au début, c'était beaucoup plus les femmes trans, et là, ça a commencé à changer. Donc, oui, bien sûr, une des parties, c'est toutes les valeurs que les hommes peuvent gagner. Mais après ça, pour moi, en tant que sociologue, il fallait vraiment aller voir, il fallait rencontrer les gens, il faut vraiment voir quelles sont les vraies raisons. Parce que finalement, bien sûr que cette personne, en tant qu'homme, peut bénéficier pas mal des valeurs pour rentrer dans les clubs des hommes, etc. Mais quand même, ça reste une personne trans.
Et donc, mais pour les tendances, c'est beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais il y a un changement, mais c'est plus les hommes trans. Ouais. Merci beaucoup. Juste deux informations. Il y a les livres qui sont là. Moi, je ne les vois pas. Vous pouvez dédicacer par Bahor. Et deuxième information, on est quasiment à la fin de, si je ne me trompe pas, on est le dernier événement de la quinzaine, ou il y a quelque chose demain? Ah, il y a une culinaire demain. Il faut que je souhaite un joyeux anniversaire à nos partenaires, qui est un restaurant afro-queer et qui nous a même publié ton événement. Ah oui. Bon anniversaire à Gilles, qui a qui se situe à Crouteno, qui s'appelle Jabirou. Voilà. Merci à toi, mais voilà, merci à vous, merci de rester, merci à Christelle et Emma, et voilà, à bientôt. Et merci à Bahor, surtout à Bahor. Merci. Merci à vous. C'est grâce à elle que je rencontre Oui, Sandra. tu l'as déjà. Je redis que je ne me trompe pas. Voilà, comme c'est quasiment la fin aussi de 13 jours après le 21 mars, quand même bonne année à ceux qui croient et que même ceux qui ne croient pas, le printemps a commencé. Bonne année à tous et Nowruz Mubarak.